À quoi sert la géobiologie? Traditionnellement, jusqu'à l'arrivée de l'eau courante grâce à l'adduction et les châteaux d'eau dans les années 1930-1950, le géologue était principalement sourcier. Il était chargé de préciser à quel endroit il fallait forer le puits, et ça c'était le travail du puisatier. Depuis qu'on a l'eau au robinet, le sourcier a changé de métier en même temps qu'il a enrichi son travail de la détection des emplacements propices à la santé ou au contraire les emplacements à éviter. Donc le géobiologue moderne prend en compte principalement ce qui émane du sous-sol, à commencer bien sûr par les vannes d'eau souterraines, et un bon géobiologue est d'abord un bon sourcier. Et voici aujourd'hui quels sont ses domaines d'application. Tout d'abord, le terrain à bâtir. C'est le point le plus important. Mieux vaut prévenir que guérir. À quel endroit vais-je implanter ma maison? Et tout d'abord, en amont, est-ce que le terrain est propice à la vie, est propice à la santé? On sait qu'il y a des régions qui ne sont pas excellentes pour ça, soit des régions marécageuses par exemple, soit des régions granitiques qui sont radioactives. D'autres régions sont intermédiaires, enfin sont entre des zones sédimentaires où on vit très bien vieux et où les tempéraments sont sereins. On parle de douceur angevine par exemple. Et donc le géologue va intervenir sur les terrains pour savoir à quel endroit précisément on a intérêt à implanter la maison. Et à l'intérieur de la maison, à quel endroit précisément on va placer les chambres. Et à l'emplacement des chambres, à quel endroit précisément on va placer les lits. Car effectivement, c'est dans un lit qu'on passe le tiers de sa vie. Et si pendant le tiers de sa vie, notre corps est traversé par des ondes émanant du sous-sol et qui sont agressives pour nos corps énergétiques ou notre corps matière, eh bien dans le temps, notre santé va se dégrader, une fatigue durable et persistante va s'installer. Donc le premier domaine d'application, c'est le terrain à bâtir. Deuxième application, c'est les habitations déjà construites. Il est vrai qu'il est plus facile d'expertiser une maison particulière, une villa, plutôt qu'un immeuble. Car dans un immeuble, d'une part, l'entassement des étages va influer sur le tracé des réseaux, et on n'aura pas forcément le même tracé au dernier étage d'un immeuble qu'au rez-de-chaussée. Et puis on est tributaire un peu de ses voisins, notamment en ce qui concerne la pollution électromagnétique. Par exemple, il peut y avoir la Wi-Fi, le voisin peut avoir ses ordinateurs ou son four placé derrière la tête de lit de l'appartement d'à côté. Après, il y a la distribution des masses qui contiennent du fer. Par exemple, il peut y avoir des parkings souterrains avec des déplacements d'automobiles qui peuvent influencer certains réseaux, en tout cas leur tracé. Donc, le géologue va s'intéresser beaucoup aux habitations particulières et on l'appelle précisément lorsqu'il y a un problème de santé, soit chronique, récurrent, soit un problème de santé grave, comme notamment les cancers, les accidents vasculaires cérébraux, AVC, mais aussi les problèmes d'infertilité. En troisième lieu, le géobiologue va agir en rénovation, en lien souvent avec un architecte. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus difficile de trouver du foncier disponible, et donc de plus en plus, les acquéreurs achètent une maison ancienne dont ils conservent les murs porteurs, les murs de refend, et ils vont redéfinir l'espace. Donc ils vont enlever tout ce qui est cloisonnement intérieur. À ce moment-là, le géobiologue intervient, définit l'emplacement précis des lits, et l'architecte va dessiner les pièces autour de ces emplacements sains, de façon à ce que les occupants soient à l'abri des problèmes sérieux dans le temps.
il y a d'autres champs d'application, et notamment les bureaux, bien sûr, puisque dans les entreprises, si on veut que l'entreprise réussisse, on sait que la première richesse de l'entreprise, ce sont ses hommes. Il faut donc que les personnes qui travaillent dans les bureaux, ou les personnes qui travaillent derrière des machines, le cas échéant, soient dans des emplacements sains qui ne les perturbent pas, de façon à ce qu'ils soient à la fois plus efficaces au travail et moins fatigués en travaillant. Donc ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ensuite, il y a des applications relatives à l'élevage, puisqu'on s'aperçoit que dans certaines étables, il y a des zones de non-piétinement. Spontanément, les animaux n'y vont pas. On s'aperçoit qu'il y a des problèmes électriques. Par exemple, quand la mise à la terre n'est pas excellente, il arrive qu'il y ait des courants induits dans les mangeoires ou les abreuvoirs et que les animaux recevant une décharge électrique à chaque fois qu'ils vont boire ou manger, n'y vont plus, ils dépérissent. Les vaches sont des mammites et les animaux peuvent avoir également, notamment en stabulation entravée, c'est-à-dire quand il y a des box, ils peuvent avoir des différences de croissance selon les parties du corps, selon qu'elles sont bien situées ou moins bien. On appelle ça des dystrophies, c'est-à-dire des différences de croissance, par exemple, entre un train avant et un train arrière. Ça concerne les haras, par exemple. On sait que un cheval donc, qui sera dans un box sera plus ou moins en bonne santé et efficace dans les courses hippiques, selon que son box est bien placé ou au contraire situé à la verticale de croisement de cours d'eau souterrains avec d'autres perturbations ajoutées et qui peuvent d'ailleurs de nature électrique. Après, il y a la viticulture, car la géologie agit sur toutes les formes de vie. On a vu les formes de vie animales, mais la géologie influe sur la croissance des arbres. On voit des beaux arbres bien droits. On parle de cathédrales de verdure qui, eux, poussent en zone neutre, c'est-à-dire en zone favorable. Et à l'inverse, on voit des arbres maigrichons, tordus, noueux. Eh bien, ces phénomènes se retrouvent au niveau de la vigne. Il y a des emplacements, par exemple, où aucun pied de vigne ne tient. Le pied est sec, alors qu'il est en feuilles et en grappes à côté. Souvent, d'ailleurs, les pieds morts étant sortis, on trouve comme des dents creuses dans les rangées de vignes. Ensuite, au niveau de l'élaboration du vin, ça se passe dans les cuves. Donc vous avez des bactéries, d'abord des levures, des êtres unicellulaires végétaux qui transforment le sucre du raisin en alcool, et ensuite il y a la transformation par les bactéries, êtres unicellulaires animaux, qui transforment l'acide malique en acide lactique. Et donc cette élaboration dans les cuviers, qui se traduit par un bouillonnement en partie haute de la cuve, est plus ou moins important selon que la cuve est bien placée, c'est-à-dire en zone neutre, ou au contraire placée sur des croisements de cours d'eau par exemple. Donc nous intervenons dans les châteaux viticoles, au niveau des cuviers, là où le vin s'élabore, mais aussi dans les chais à barriques, là où le vin est entreposé et où il va passer pendant des mois à un endroit précis. On peut également être amené à travailler dans les caves. Vous avez des racks de bouteilles de vin, parce qu'il y a des zones où le vin va se conserver mieux et plus longtemps. Au final, un vin qui aura été tracé d'une cuve en zone neutre vers une barrique bien placée et vers un rack de bouteilles de vin dans les caves bien placées, bien qu'il soit de la même année et de la même provenance qu'un autre, sera bien meilleur au goût et de bien meilleure qualité. Alors bien sûr, nous sommes maintenant au XXIe siècle. D'autres perturbations sont apparues. D'abord les lignes haute tension, l'électricité domestique, puis un peu plus tard les antennes relais de téléphonie mobile, les fours à micro-ondes, les box à l'intérieur des maisons, les téléphones mobiles,
les radioréveils, et j'en passe. Et donc, à ces sources de nuisances d'origine naturelle, s'ajoute aujourd'hui ce qu'on appelle l'électrosmog, c'est-à-dire la pollution électromagnétique d'origine artificielle. Donc la géologie prend en compte cette pollution électromagnétique d'origine artificielle dans un deuxième temps, après avoir examiné ce qui émane du sous-sol et ce qui est inhérent au lieu traditionnellement. Aujourd'hui, on peut étudier également la radioactivité. Radioactivité de l'eau, celle qui coule au robinet, radioactivité de l'air, celle qui, par inspiration, peut déboucher sur des cancers des poumons, enfin toutes les formes de radioactivité qu'on peut trouver dans l'environnement immédiat de l'habitation ou dans l'habitation.